Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de FreeRTOS. On va ensemble balayer la présentation et l'implémentation de FreeRTOS sur une plateforme STM32. Pour l'UVSM57, nous il s'agit du STM32F407, mais bon, cette présentation vaut pour n'importe quel STM32. Je vais découper cette présentation en plusieurs petites vidéos. Donc on va commencer par la partie 1 aujourd'hui qui est tout ce qui est présentation de l'OS en général et sa structure. Et puis cette vidéo en fait, cette série de vidéos, elle est issue d'un MOOC qui est disponible sur YouTube également. Vous aurez le lien dans la description qui est en anglais. Dans lequel je me suis largement inspiré et j'ai repris les documents. Je vais juste apporter quelques éléments complémentaires vis-à-vis de l'UVSM57 avec parfois un petit peu plus d'exemples, mais il serait intéressant aussi que de regarder le MOOC en anglais puisque il va présenter peut-être plus en détail certaines parties que moi je vais le faire, en tout cas pour les besoins dans le cadre de l'UVSM57. Donc pour réaliser cette vidéo, je me suis basé sur le support de cours c'est disponible sur Moodle, qui est le support de cours qui est fourni par ST Microelectronics pour le MOOC, que je trouve très bien fait, donc je l'ai repris tel quel. Il est également en lien dans la description. Et puis, bien sûr, STM32CubeIDE, avec lequel je vais m'appuyer pour faire les exemples. Donc vous pouvez, en parallèle de moi, l'ouvrir et puis faire les exemples en même temps que moi. Alors, on va y aller. Donc, FreeRTOS sur STM32. Nous allons utiliser, pas tout à fait nativement, l'API de FreeRTOS, mais on va utiliser une surcouche, vous allez voir, qui est la surcouche CMSIS. Donc c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre CMSIS OS API. La présentation va se dérouler de la manière suivante. Donc on va globalement avoir une grosse première partie dans cette vidéo où on va voir le fonctionnement de base de FreeRTOS et sa structure, comment est-ce qu'il s'intègre, qu'est-ce qu'on a intégré dans le STM32 pour que FreeRTOS fonctionne. Et puis après, on va avoir plusieurs grandes parties. Donc une partie sur comment utiliser l'interface graphique CubeMX pour pouvoir générer automatiquement du code et importer FreeRTOS dans notre projet. Toute une partie sur la création des tâches et l'utilisation des tâches. Et puis ensuite, les communications entre tâches. Donc on va voir les queues, les sémaphores, les mutex et les timers. Et puis après, dans le MOOC en anglais, vous trouverez également, c'est dans le content qui est là, d'autres applications pour aller un petit peu plus loin. Mais pour SM57, on va se borner à ce que j'ai décrit. Donc, FreeRTOS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au niveau du STM32 et du projet que vous allez créer dans CubeIDE, ce n'est ni plus ni moins que du code C, et donc c'est une fonction en C. On peut voir ça comme FreeRTOS. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse fonction en C que l'on va appeler et qui est basée sur le principe de tâche. Et en gros, c'est une boucle infinie. Donc, lorsque vous appelez cette fonction, qui est le démarrage de l'OS en fait, eh bien cela va créer une boucle infinie. Et vous appelez réellement cette fonction. C'est-à-dire qu'on va écrire un main, et dans ce main, il va y avoir une fonction qui appelle l'OS, et une fois que vous avez appelé l'OS, eh bien vous tournez en boucle infinie dans cette fonction. Alors, comme c'est un système d'exploitation, il a sa propre mémoire, sa propre allocation mémoire, on va le voir, et bien sûr, il a ses propres priorités puisque on va utiliser le système de tâches et on va pouvoir donner des priorités aux tâches. Alors, je vais pas revenir sur le système de tâches puisqu'on l'a vu dans le cours précédent. Néanmoins, rapidement, sur FreeRTOS, une tâche peut prendre 4 états. L'état ready, où on a créé la tâche et elle est prête à être exécutée. Donc le scheduler peut la choisir pour l'exécuter.
l'état running, où bien, elle a été élue par le scheduler et elle est en cours d'exécution. Et ensuite, il y a deux états où elle peut être mise en pause. C'est l'état blocked et l'état suspended. Alors, j'aimerais juste faire un petit point là-dessus. Ces deux états sont différents. L'état blocked, c'est l'état où la tâche a été élue, donc la tâche a été exécutée tout ou partie, et elle se retrouve bloquée. Plusieurs raisons, la raison principale généralement plutôt, c'est que elle est en attente d'une variable, d'un message, d'un signal, d'une ressource, etc. Par exemple, ma tâche a besoin d'accéder au buscan pour récupérer une valeur, le buscan est actuellement occupé par une autre tâche, et bien le scheduler va mettre cette tâche en blocked le temps que la ressource soit libre et puisse être utilisée. Donc lorsque la ressource deviendra disponible, elle va repasser ready et le scheduler pourra la réexécuter par la suite. Le suspended, ce n'est pas tout à fait pareil. Suspended, c'est qu'on met la tâche, alors plus qu'en pause. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de désactiver la tâche. C'est-à-dire que la tâche existe encore, mais le scheduler ne va pas, lorsqu'il se pose la question quelle tâche je vais choisir pour pouvoir exécuter, eh bien, il ne va pas la prendre en compte. Donc c'est très utile si vous avez des tâches que vous devez déclencher de manière asynchrone et non pas périodique. Je vous citais souvent l'exemple dans le cours du distributeur de billets de banque. Eh bien, imaginons que j'ai une tâche spécifique dans mon distributeur de billets de banque qui, après avoir reconnu la carte bancaire du banquier, me permet d'ouvrir toutes les portes du distributeur de billets de banque. Cette tâche, je vais la coder, donc je vais fabriquer du code en C, je vais fabriquer une fonction en C qui ouvre les portes du distributeur, mais en fait, je vais la passer en suspended tant que je n'ai pas reconnu la carte du banquier, puisque je ne veux pas qu'elle s'exécute dans le flow normal d'exécution des tâches. Donc voilà pour les quatre états de chaque tâche. Et bien sûr, pour pouvoir créer une tâche, détruire une tâche, on va utiliser les API de FreeRTOS que je vais vous montrer par la suite. Alors, FreeRTOS, donc bien entendu, vu que c'est un système d'exploitation, il dispose d'un scheduler. Et le scheduler de FreeRTOS peut fonctionner de deux manières, comme on l'a déjà vu en cours précédemment. Alors, il utilise la méthode du tourniquet. En anglais, on dit round robin. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire tourner les tâches les unes après les autres pendant un temps de cycle. Et FreeRTOS peut être utilisé de manière préemptive ou de manière coopérative. Alors, petit rappel avec des figures, quelle est la différence entre les deux? Coopérative, c'est le plus simple. Le scheduler choisit une tâche qui est la tâche de priorité de plus élevée et va l'exécuter entièrement. Et une fois que celle-ci a terminé son exécution, il va passer à la tâche qui a la priorité juste en dessous, etc., etc. Et il recommence de cycle en cycle. Préemptive, le scheduler va élire et exécuter une tâche, et si une tâche de priorité supérieure se met ready, eh bien il va mettre en pause la tâche pour aller exécuter la tâche de priorité supérieure. Ici la task 2 dans la figure qui est là. Il l'exécute complètement et ensuite il reprend la tâche qu'il avait abandonnée précédemment. Donc voilà la différence. Vous comprenez vite que pour les besoins que l'on va avoir en SM57, où on utilise beaucoup de bus de communication, bus CAN, bus LIN, ce sont des bus où l'information peut arriver à tout moment. Et donc, il va être plus intéressant, mais ça, c'est à votre bon vouloir. Vous pouvez très bien fonctionner avec l'un ou l'autre, mais vous comprenez vite que l'intérêt du préemptif va trouver tout son intérêt chez nous, puisqu'on va pouvoir mettre en pause les tâches courantes pour aller exécuter par exemple une lecture sur le bus CAN ou le bus LIN parce que la donnée est présente.
Ok. Alors, maintenant, comment fonctionne la mémoire dans FreeRTOS? Je vous ai dit tout à l'heure que FreeRTOS disposait de sa propre mémoire. On appelle ça le heap sur FreeRTOS. Donc, vous avez à gauche une représentation globale, totale, de la mémoire du STM32. Vous retrouvez des notions que l'on a déjà vues, que vous avez déjà utilisées en fait, peut-être sans le savoir précédemment, c'est-à-dire que vous allez retrouver toute une partie d'allocation pour la fonction principale, donc tout ce qui est variable globale, variable locale du main, etc. Vous allez retrouver toute une partie également de la mémoire qui concerne les interruptions. Et en plus de ça, vu que FreeRTOS est une surcouche par rapport à votre programme qu'on appelle bare metal c'est sans système d'exploitation, c'est le programme de base, eh bien, on va lui dédier une partie de la mémoire qui lui est propre. Et le gros avantage, si je puis dire, c'est que tout va être un petit peu transparent pour vous. Vous allez juste devoir borner la mémoire, mais après, et lui, il propose des méthodes de gestion de la mémoire, mais après, ça fonctionne tout seul. Donc c'est le système de heap. Qu'est-ce qu'un heap? Un heap, c'est ni plus ni moins qu'un emplacement mémoire. D'accord? Donc c'est ce qui est en jaune ici. Donc ici, vous pouvez déterminer la taille. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez du heap. Donc c'est l'espace mémoire qu'occupe FreeRTOS dans la mémoire de données. D'accord? Et ensuite, ce heap, il peut être plus ou moins rempli. Comment vous allez le remplir? Eh bien, pour chaque tâche que vous allez faire, vous allez manger un petit pourcentage du heap que l'on va dédier à cette tâche. Exemple ici, en vert, j'ai programmé, lors de la configuration de l'OS, j'ai dessiné comme ça, j'ai programmé une petite partie ici qui est dédiée à la tâche A. Et cette partie-là, tout ce qui va être dédié à la tâche A va être découpé en deux parties, deux sous-parties si je puis dire. Le TCB, le Task Control Block, qui est, on peut voir ça comme une partie de la mémoire indisponible. En fait, c'est réservé pour la tâche. Si vous voulez, là-dedans, on va trouver tout ce qui est la fiche d'identité de la tâche. Ses priorités, son ID, etc., etc. On avait vu un petit peu ça dans le cours précédent. Et puis, cette partie-là, eh bien ça, c'est la partie qui vous est libre, c'est-à-dire lorsque vous allez déclarer une variable à l'intérieur de la tâche, eh bien, elle va être mise dans cette partie-là. Okay. Et ceci pour chaque tâche. Mais également pas que pour les tâches. Dans FreeRTOS, on va voir qu'on a des tâches, on a des queues, on a des sémaphores, on a des mutex. Et donc pour chacun des composants de FreeRTOS, eh bien, on lui réserve un emplacement dans le heap. Plus ou moins grand, c'est vous qui choisissez. Donc voilà comment ça marche. Ensuite, il y a un management du heap. Et ce management, il est divisé en plusieurs méthodes qui vous est proposées. Donc on va voir ça par la suite dans une vidéo qui lui sera dédiée. Mais très clairement, c'est fait pour optimiser le heap et réduire la taille du heap nécessaire en mémoire. Alors maintenant, on va voir quelques fonctions basiques. Donc on va retourner un petit peu au début déjà. Je vous ai présenté un petit peu FreeRTOS sur le STM32, comment est-ce que ça va s'implanter. Mais on va déjà parler de qu'est-ce que FreeRTOS. Donc FreeRTOS, c'est un RTOS Real-Time Operating System. Donc c'est un système temps réel pour l'embarqué, un système d'exploitation temps réel pour l'embarqué, qui est, comme son nom l'indique, libre et gratuit. C'est pas parce qu'il est libre et gratuit qu'il n'y a pas de version commerciale. Donc on peut trouver des versions commerciales, par exemple OpenRTOS, SafeRTOS, qui sont des forks de FreeRTOS. Et on trouve des versions qui sont plus du tout free. D'ailleurs, vous voyez dans OpenRTOS, SafeRTOS, on a enlevé le mot free, qui peuvent devenir payantes.
la licence sur laquelle a été écrit FreeRTOS permet ceci. Donc vous trouverez énormément d'informations sur freertos.org. Et puis il y a également un forum sur lequel vous trouverez eh bien, du support de manière gratuite. Alors FreeRTOS, ça a été développé sur licence GPL, donc on a vu ce qu'était une licence GPL la dernière fois, et ça peut être utilisé de manière commerciale sous cette licence. Ce qui est bien, c'est que si vous développez une version commerciale, donc vous prenez le code source de FreeRTOS et vous rajoutez votre propre code source qui est propriétaire, eh bien vous n'avez pas à rendre libre, rendre également disponible le code source que vous avez créé. Donc vous pouvez le commercialiser. C'est pour ça qu'il est extrêmement utilisé dans l'industrie, puisque en fait sa base est libre, donc ça donne des coûts de développement très faibles, mais on peut le transformer en quelque chose de propriétaire et donc en faire une plus-value. Vous avez les détails de cette licence qui est sur le site web que je vous mets ici. Alors, dans STM32, FreeRTOS, il n'est pas directement utilisé. En fait, FreeRTOS, on va utiliser une API par-dessus FreeRTOS qui s'appelle CMSIS-OS. On va le voir dans un instant. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, je vais juste finir avec FreeRTOS. Donc, FreeRTOS, c'est spec. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un kernel qui est soit préemptif, soit coopératif. Il faut choisir au début, par contre. On ne peut pas changer le mode du kernel à chaud, c'est-à-dire pendant le fonctionnement ou l'exécution du programme ou de l'OS. Donc, il faut le définir quand vous développez votre programme à la base. Le gros avantage de FreeRTOS, c'est sa place en mémoire. Alors, quand vous activez tous les features, toutes les fonctionnalités de FreeRTOS, vous arrivez à 10 kilobytes, octets, en ROM, donc ce qui est très peu. Et en fait, il est scalable, puisque, vous allez le voir, on peut désactiver des fonctionnalités pour économiser de la mémoire. Et ça, c'est très utile dans les systèmes embarqués, puisqu'on va pouvoir configurer avec juste ce qu'on veut FreeRTOS pour faire l'application que l'on souhaite et donc économiser un maximum de mémoire. Quelque chose on ne va pas parler de ça dans cette présentation, mais qui va vous intéresser pour la suite de SM57, c'est qu'il inclut un mode tickless, donc pour pouvoir faire ce qu'on a de l'endormissement et donc économiser de l'énergie sur votre système. Et puis, j'en ai un petit peu dit les prémices quand je vous ai montré le HIP. Il permet entre tâches de la communication, alors avec plusieurs modes de fonctionnement, donc on va en voir plusieurs. On va avoir des queues, donc des messages, des sémaphores. Alors on a des sémaphores binaires et des sémaphores de comptage, des mutex et d'autres group events comme des flags, etc. Je reviendrai sur chacun de ces éléments dans une vidéo qui lui sera dédiée. On a également des timer software. Si vous avez besoin à l'intérieur de vos tâches de faire certaines fonctions de manière périodique, eh bien, on a FreeRTOS propose des timers pour faire ça. On a également possibilité d'avoir des execution traces pour faire du débugage. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus parce que je n'ai pas présenté ça en SM57. Néanmoins, vous pouvez vous regarder dans cette présentation, dans support PDF, il y a quelques slides là-dessus. Donc, vous êtes bien entendu libre de les utiliser. Et puis, comme je l'ai dit, il est compatible avec CMSIS et donc on va utiliser cette API CMSIS, nous, pour pouvoir programmer FreeRTOS. Alors, FreeRTOS, quel type de ressources il va utiliser?
FreeRTOS, donc c'est un système d'exploitation de temps réel, donc il est basé à la base, pour pouvoir le faire tourner, il faut une horloge, donc il faut un timer. Et ce timer, vous n'avez pas le choix, en fait, dans STM32 et même dans les autres applications, hein, c'est toujours le SysTick, donc le système timer. Donc lui va générer une fréquence d'horloge qui va être nécessaire au bon fonctionnement de FreeRTOS. Donc FreeRTOS utilise le SysTick de STM32 pour son fonctionnement. Il utilise également deux pointeurs de pile. Le MSP pour le Main Stack Pointer et le PSP pour le Program Stack Pointer. Alors, à quoi servent ces deux pointeurs de pile ? Vous allez vite comprendre. Quand je vous ai décrit le heap, vous comprenez que le heap, ce sont des emplacements de la mémoire, et à l'intérieur du heap, pour chaque tâche, vous allez avoir un petit bloc de mémoire. Donc, lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, il faut aller se déplacer d'un bloc mémoire en bloc mémoire. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un pointeur pour savoir où aller. Eh bien, le pointeur pour ces tâches, c'est le Program Stack Pointer, PSP. Donc, lui, PSP, il va servir à savoir où on en est dans le heap quand on change d'une tâche à une autre, et puis à l'intérieur d'une tâche pour dérouler et donc faire pointer sur les différents programmes. Et puis MSP, le Main Stack Pointer, lui en fait il sert au kernel, il sert au noyau et plus précisément au scheduler. Donc le MSP, ça va être le pointeur pour faire l'appel à toutes les fonctions un petit peu cachées, donc surtout la fonction du scheduler. Alors je vous rassure, c'est important quand même de savoir ces notions de MSP, PSP, mais ça va être totalement transparent pour vous dans le code. Tout ça est exécuté tout seul par le noyau, tout ça est géré plutôt tout seul par le noyau de FreeRTOS. Pareil, FreeRTOS va gérer presque tout seul, on va dire en tout cas de manière transparente, les différents vecteurs d'interruption dont il a besoin pour fonctionner. Donc, le timer system, SysTick, qui va générer une interruption à chaque fois que le timer tic pour le bon fonctionnement du kernel. SVC, qui est System Service Call, qui, on va dire, est l'interruption de base pour appeler différents systèmes du kernel. Et puis, celui avec lequel on va plus interagir, en tout cas de manière abstraite, mais c'est celui que vous allez appeler en fait quand vous allez appeler des fonctions de FreeRTOS, c'est PendSV. Donc PendSV, c'est Pended System Call. En fait, vous pouvez voir ça comme le scheduler. Le scheduler, il est codé dans PendSV. Alors, c'est vrai, c'est faux, mais on va dire, il est appelé, à chaque fois que vous appelez PendSV, c'est comme si vous faites appel au scheduler. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la mémoire en flash est très faible, 6 KB minimum, et on peut monter jusqu'à 10 si on active toutes les fonctionnalités de FreeRTOS. Et puis en RAM, c'est également très faible, on est de l'ordre de 0,5 KB, plus bien sûr toutes les tâches que vous allez créer qui nécessitent de la mémoire RAM. Alors je vais pas aller dans les détails de SCV, PendSV, etc. mais je vous ai mis quelques informations supplémentaires ici si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est assez transparent pour vous. Néanmoins, il y a plusieurs choses importantes à faire attention. Je vous ai dit que le scheduler en fait va être appelé à chaque fois que PendSV, l'interruption PendSV est appelée. Et il va être appelé de différentes manières. En fait, il va être appelé, la manière de base, c'est à chaque fois que le SysTick sonne, donc le system timer sonne, vous allez avoir le PendSV qui va être lié. Et donc, on va aller cycliquement allumer, ou en tout cas activer le scheduler pour qu'il se pose la question, est-ce que la tâche en cours, je continue de la faire, ou est-ce que je change de contexte, je change de tâche. Switching context en anglais. Et également, vous allez appeler ce scheduler de manière asynchrone. Et c'est vous qui allez l'appeler. Comment ? Eh bien, dans le code, à chaque fois que vous allez utiliser une fonction de FreeRTOS pour attendre une ressource, attendre une sémaphore,
consulter si la sémaphore est disponible ou pas, attendre un message dans une queue, un mutex, etc. Toutes ces fonctions-là, en fait, vont déclencher le scheduler. Donc, vous comprenez bien que le scheduler, il doit être déclenché de manière régulière, sinon, en fait, vous bloquez le fonctionnement de FreeRTOS, pardon. Alors, sur les architectures Cortex-M, donc nous, c'est le cas, hein, c'est un Cortex-M4, celui qu'on a dans le STM32F407. Le SysTick, c'est un compteur de 24 bits qui décompte, donc il part de X et qui arrive à 0. Et il est utilisé pour cette fonction-là, c'est-à-dire pour les fonctions principales. Alors attention, je voudrais que vous fassiez très attention à une chose, c'est que le SysTick, nous, depuis le début, vous ne le voyez pas parce que je ne vous l'ai pas explicitement dit, mais vous l'utilisez pour autre chose. En fait, il est utilisé pour la HAL. La librairie HAL utilise le SysTick. Donc toutes les fonctions HAL, et quand vous écrivez, à partir du moment où vous écrivez HAL init dans le main, eh bien on utilise le SysTick pour la HAL. Et ça crée un gros problème parce que c'est pas compatible. Enfin, vous pouvez pas utiliser le SysTick pour la HAL et pour FreeRTOS. Pourquoi? Parce que FreeRTOS, en fait, ça va déclencher une interruption, PNDDSV, et ça va bloquer la HAL, et vice-versa. La HAL, ça va déclencher une interruption qui va bloquer PNDDSV. Du coup, il faut absolument, quand vous utilisez FreeRTOS, ne pas utiliser le SysTick, vu que vous n'avez pas le choix. Hein. Pour FreeRTOS, vous devez utiliser le SysTick, c'est codé de base. Eh bien, pour la HAL, il ne faut pas utiliser le SysTick. Alors, c'est très simple à faire, ne vous inquiétez pas. Il suffit d'aller dans QBMX. Quand vous êtes dans QBMX et vous créez votre QBDE, la partie QBMX, la partie graphique, lorsque vous créez votre projet à la base, vous allez dans Système ici, donc System Core, System SYS, et ici Time Base Source, en fait, c'est la source que l'on va utiliser pour la HAL. Et en fait, de base, c'est réglé sur SysTick. Il suffit de choisir autre chose. Vous voyez que nous, dans le STM32F407, nous disposons de 14 timers. Donc, vous pouvez choisir l'un de ces timers au choix pour pouvoir définir la HAL comme basée sur ce timer. Et vous inquiétez pas, après, tout est programmé automatiquement de façon transparente. Vous n'avez plus à toucher à ça. Alors, bien sûr, vous ne pouvez plus utiliser le timer pour faire autre chose après. Hein. Alors, lequel utiliser? Vous pouvez vraiment utiliser celui que vous voulez. Mais néanmoins, moi, je vous conseille, et c'est aussi le cas de ST Microelectronics, d'utiliser soit le 6, soit le 7. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous regardez, tous les timers ne sont pas équivalents. Si vous prenez le manuel référence du STM32F407, il y a certains timers qui proposent des fonctionnalités que d'autres n'ont pas. Par exemple, les sorties PWM, des entrées de capture, etc. Et il y a deux timers qui sont beaucoup plus légers que les autres, et donc qui sont beaucoup plus légers également en mémoire. C'est le timer 6 et le timer 7. Pourquoi? Parce que ces timers, ils sont faits justement pour ça. Ils sont faits pour être des bases de librairie, de la HAL, etc. Et donc, moi, je vous conseille d'utiliser soit le 6, soit le 7. Alors après, c'est exactement les mêmes. Hein. Soit le timer 6, soit le timer 7 pour réaliser cette opération. Mais en toute honnêteté, si vous prenez le timer 1, ça marche sans problème également. Donc voilà pourquoi je n'utilise jamais le même timer, le SysTick pour la HAL et pour FreeRTOS. Donc jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous n'êtes peut-être pas intéressé à cette variable-là dans QBMX, et vous le laissiez par défaut, donc par défaut c'est le SysTick. Donc ici, attention, on n'utilise pas SysTick pour la HAL. Alors ensuite, je vais vous présenter un petit peu FreeRTOS, le kernel, le noyau. Comment est-ce que ça se compose? Nous, on a un projet STM32. Comment je fais pour voir qu'il y a FreeRTOS? Qu'est-ce que FreeRTOS? FreeRTOS, en fait, c'est un ensemble de fichiers C et de fichiers H qui composent le noyau. Donc on peut les retrouver. Je vous ai fait un petit tableau ici et vous les retrouvez. Alors j'ai déjà fabriqué un petit projet sur FreeRTOS dans QBMX. Donc mon projet s'appelle test FreeRTOS. Ici dans Core, je vais retrouver mes fichiers principaux. Alors on ne va pas s'y intéresser dans cette vidéo, hein. On s'intéressera à ça quand on verra un petit peu plus tard et qu'on fera des exemples.
Donc je vais, hop, pour le moment, je vais réduire ça. Et en fait, FreeRTOS va venir s'insérer dans un dossier dans votre projet qu'on appelle Middlewares, Third Party. Et là, vous avez un dossier FreeRTOS. Et dans ce dossier, vous allez trouver toutes les sources, en fait, le code source du système d'exploitation. Donc, il se compose de fichiers C, source, et de fichiers header, ici. Et vous retrouverez en plus, vu qu'on va utiliser nous une API supplémentaire qui s'appelle CMSIS, vous allez retrouver également l'implémentation de cette librairie. Donc je ne vais pas vous présenter tous les fichiers .c et .h puisque en fait ça serait assez chronophage et ça n'a que peu d'intérêt puisque vous en fait vous n'allez pas modifier le kernel, vous n'allez pas modifier le noyau, vous allez utiliser PicOS. Mais on peut quand même rapidement en citer 2-3. Donc liste.c, en fait c'est une liste qui va être utilisée par le scheduler pour son bon fonctionnement. Dans q.c, q.h, sémaphore.h, vous allez retrouver toutes les définitions et le code source des sémaphores, des mutex, des queues. Dans tâche.c, tâche.h, vous allez trouver tout le code source pour utiliser et gérer les tâches. Et puis après, vous pouvez reconnaître d'autres programmes, comme le heap pour la gestion de la mémoire, FreeRTOS.h qui est la configuration, etc., etc. Voilà. Donc à retenir, FreeRTOS, c'est un ensemble de .c et de .h qu'on intègre dans notre projet, qui va être intégré de manière transparente, puisque ça va être généré automatiquement par CubeIDE. Et après, vous n'avez plus à toucher à ça, vous n'avez plus à vous en occuper. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à ce que, justement, tous ces fonctions, tous ces fichiers .c, .h, ils définissent des fonctions. Et moi, comment je vais utiliser ces fonctions dans mon projet? Donc, c'est ce qu'on appelle les API, les interfaces de programmation. Donc, on va voir l'API native et l'API CMSIS. Donc, l'API native, FreeRTOS utilise un certain formalisme. Et ça, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, puisque ça nous permet au premier coup d'œil, quand vous avez une fonction, de comprendre qu'est-ce que retourne cette fonction, à quel composant est dédié cette fonction, est-ce que c'est pour des tâches, des sémaphores, etc. Et qu'est-ce que ça fait en fait. Et en fait, tout ça dans le nom de la fonction. Donc en fait, on nomme pas les fonctions n'importe comment dans FreeRTOS. En fait, on nomme les fonctions avec plusieurs mots en fait qui sont concaténés, donc tout attachés, et on sépare les parties par des majuscules. Un exemple ici, V task priority set. En fait, ici V c'est le préfixe, task c'est le nom du composant sur lequel cette fonction va interagir, et priority set c'est le nom de la fonction. Alors, on va déjà s'intéresser au préfixe. Donc le préfixe, c'est qu'est-ce que renvoie cette fonction. Si cette fonction ne renvoie aucun paramètre, donc void, son nom va commencer par V. Ensuite, si cette fonction renvoie un paramètre, il peut renvoyer un seul type de paramètre, qui est le type baseType sur FreeRTOS. Je vous explique ce que c'est juste après. Et donc ça va être un X. Donc déjà, rien qu'en regardant la fonction, si la fonction commence par un X, je sais qu'elle renvoie quelque chose. Si la fonction commence par un V, je sais qu'elle renvoie rien du tout. Et PRV, ça veut dire que c'est une fonction privée. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui n'est pas dans l'API en fait. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre code, tout simplement. Okay. Ensuite, FileName, task, ça veut dire que c'est une fonction qui va interagir sur les tâches. Si j'avais queue, ça veut dire que c'est une fonction qui va interagir sur les queues, etc., etc. Et puis après, vous avez le nom de la fonction.
Donc on peut faire un petit exemple, hein. Si je retourne sur QBDE, je vais ouvrir un de ces fichiers sources là, par exemple q.c, et ici, vous voyez, donc j'ai pris une fonction totalement au hasard dans le fichier, hein. Elle s'appelle, elle commence par x, donc ça veut dire qu'elle va retourner quelque chose, et je le vois bien dans la définition de la fonction, elle retourne un type de type baseType, et en fait, après elle s'appelle q. Pourquoi? Parce que cette fonction, en fait, elle va interagir sur le composant que, mais d'ailleurs je le vois puisque c'est dans le fichier q.c. Et après, voici le nom de la fonction, generic send from ISR. Et voilà. Et donc, c'est super parce que rien qu'avec ça, quand vous voyez le nom de la fonction dans l'API, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller aller lire le code source que vous voyez ici. Rien qu'en regardant le nom de la fonction, vous voyez un peu, enfin, vous avez à peu près une idée de ce qu'elle va faire ou en tout cas sur quoi elle va interagir. Donc ça, c'est pour les fonctions. Ensuite, pour les variables. Eh bien, pour les variables, on a exactement le même principe. Donc, on a un préfixe et ensuite un nom de la variable. Donc, les préfixes sont les suivants. C pour char, S pour short, L pour long. Mais ça, vous les trouverez très peu. Vous trouverez très souvent le X. Pourquoi le X? Parce que c'est le base type. Et le base type, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, comme son nom l'indique, c'est le type de base. Chez nous, dans le STM32, un entier, un int, on a vu que ça fait 32 bits. Puisque en fait, la mémoire du STM32F407 est codée, enfin, la mémoire de tous les STM32, puisqu'il y a 32 dedans, c'est codé sur 32 bits. Une case mémoire, c'est 32 bits. Donc un int, c'est 32 bits. Donc pourquoi est-ce qu'on ne met pas i pour int et on met x? Parce que FreeRTOS ne s'adresse pas que au STM32. FreeRTOS, c'est compatible avec plein de systèmes d'architecture matérielle différents. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir des compatibilités avec des microcontrôleurs 16 bits, 8 bits, etc. Et donc on met X pour dire que c'est l'entier de base. Voilà. Donc l'écrasante majorité des variables que vous allez utiliser dans FreeRTOS, ou en tout cas qui sont codées dans le code source, elles commencent par X. Alors pas tout à fait par X parce qu'on peut mettre devant un autre préfixe, U pour unsigned et P pour pointer. Un petit exemple. Je reprends mon q.c. Ici, par exemple, à l'intérieur de la fonction, il est défini une variable de type baseType. Donc nous, en fait, ça sera l'équivalent d'un 32 de 32 bits, et qui s'appelle x return. Et c'est une variable donc de 32 bits signée. Si je veux qu'elle soit non signée, eh bien j'en ai une juste en dessous, uBaseType pour unsigned baseType. Elle s'appellera ux et après le nom de ma variable. Voilà. Et si je veux un pointeur, eh bien là, ma variable est de type pointeur sur Qt et elle s'appellera px et ensuite le nom de la variable. Voilà, tout simplement. Donc, ceci est inhérent à FreeRTOS. C'est juste du formalisme, hein. Vous n'allez pas avoir d'erreur de compilation si vous écrivez Toto au lieu de xToto. On est bien d'accord, hein. Mais je vous encourage à partir de maintenant de coder votre programme applicatif qui va utiliser l'API de PicOS de la même manière. Comme ça, déjà ça vous habituera et puis c'est un certain formalisme qui, lors de la relecture par votre binôme, par le professeur, par moi par exemple, ou par d'autres collègues, eh bien, allège et facilite la compréhension de votre code. Alors les préfixes, comme je vous l'ai dit, ça peut porter sur aussi la partie filename ici. Ça peut porter sur plusieurs composants différents. Donc ici, je vous ai fait un exemple avec tâche. Dans QB2, on a vu un exemple avec Q. Mais vous avez aussi port, task, PD, config, RR pour error, etc., etc. Et puis, vous avez quelques définitions macro. Donc, true, PD true, c'est 1. PD false, c'est 0. PD pass, c'est 1. PD fail, c'est 0, etc. Vous en avez plusieurs comme ça, que vous pouvez utiliser en fait. Hein, c'est des define. Donc ça, c'est pour l'API native de FreeRTOS. Alors, c'est bien de savoir ça, mais nous, vous allez voir, on va l'utiliser de manière sporadique. Pourquoi? Parce que nous, on va ajouter une surcouche à ça. Et la surcouche, c'est CMSIS.
Qu'est-ce que CMSIS? CMSIS, alors, c'est une surcouche, c'est une interface en fait pour les processeurs Cortex M4. Donc CM, c'est pour Cortex M. Okay. En fait, c'est une API qui se sert de l'API de FreeRTOS. Et ça sert à nous simplifier la vie. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Ça nous propose une gestion des tâches, un contrôle du noyau, une gestion des sémaphores, des queues, des mails, des mutex aussi, et du management de la mémoire. Donc en gros, c'est la même chose que FreeRTOS, hein, c'est tout ce que FreeRTOS propose puisque c'est basé sur FreeRTOS. Mais en natif, quand vous programmez avec CubeMX, donc vous avez l'implémentation CMSIS qui vous est, alors j'allais dire proposée, mais presque imposée, puisque si vous générez du code source à partir de ça, vous allez générer en CMSIS. Mais c'est pas grave, hein, parce que c'est beaucoup plus simple à prendre en main, et donc vous allez voir, ça nous abrège des fois certains appels de fonctions qui sont spécifiques, notamment pour les routines d'interruption. Donc nous, en SM57, on va travailler avec CMSIS. Et également, l'avantage, c'est que c'est multi-OS. Alors moi, j'ai utilisé que pour FreeRTOS, hein. Mais le jour où c'est que vous utilisez un autre système d'exploitation embarqué qui est compatible CMSIS, et votre code, il marche. Voilà. Alors, l'implémentation, toutes les fonctions, vous allez retrouver, si je reprends ici, dans cmsis.c.h, qui sont ici. Et donc, voici une petite liste de différentes fonctions qui sont possibles. C'est des exemples, hein. Donc, par exemple, pour tout ce qui est contrôle du kernel. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle du kernel? Nous, on ne va pas beaucoup l'utiliser. Enfin, si, on va énormément l'utiliser, parce qu'on va utiliser surtout une. C'est allume l'OS, lance l'OS. Donc, start le noyau, démarre le noyau. La fonction pour faire ça, dans FreeRTOS, elle s'appelle vTaskStartScheduler. Et en fait, l'équivalent dans CMSIS, c'est OS kernel start. Voilà. Donc, nous, on va utiliser cette fonction-là. On n'utilise que ces fonctions-là. Ces fonctions-là, en fait, elles sont transparentes. Elles sont appelées à l'intérieur de celle-là. Donc, lorsqu'on voudra créer une tâche, on aura OS thread create. Lorsqu'on veut créer une sémaphore, on aura sémaphore create. Et là, vous voyez, déjà dans FreeRTOS, il y a deux fonctions différentes, alors que là, il n'y en a plus qu'une seule. Si on veut créer une sémaphore binaire, on a une fonction. Et si on veut créer une sémaphore de comptage, on a une deuxième fonction qui est différente. Nous, avec une seule de ces fonctions-là, on pourra créer. En fait, on passera l'argument si on veut binaire ou comptage. Également, un mutex, on va le voir, c'est un sémaphore en fait. C'est un sémaphore de type un peu spécial. Dans FreeRTOS, il n'y a pas de fonction créer un mutex. En fait, on crée un sémaphore et après, on lui donne certaines caractéristiques. Eh bien, dans CMSIS, on a une vraie fonction qui va du coup appeler les fonctions qui vont bien dans FreeRTOS, hein, qui s'appelle, qui est dédiée au mutex. On a des fonctions pour des queues. Alors, queue en FreeRTOS, c'est l'équivalent de message sur CMSIS. Et pareil, il y a plusieurs fonctions qui, nous, on n'a qu'une seule fonction. Donc ça nous allège un petit peu du code et on a moins besoin de se prendre la tête. Et puis également pour les timers. Alors je reviens juste là-dessus quand même sur ces deux fonctions. Vous voyez là par exemple sur FreeRTOS, il y a deux fonctions qui sont presque pareilles. Il y en a une qui s'appelle QSend et l'autre s'appelle QSend from ISR. Alors quelque chose de très important que je pense je n'ai pas assez pointé là, dans cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que FreeRTOS, c'est un système d'exploitation, donc c'est une surcouche par rapport à votre programme de base. Néanmoins, on est dans un microcontrôleur, et ce microcontrôleur, eh bien, il dispose de périphériques et d'interruptions. Et ces interruptions, elles sont matérielles. Toutes les interruptions, tous les timers, sémaphores, mutex, tout ça, c'est du logiciel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez une interruption matérielle que vous avez programmée qui se déclenche, vous êtes en dehors du système d'exploitation. En fait, pourquoi? Parce que le système d'exploitation, comme j'ai dit au départ, c'est une fonction dans le main. C'est une fonction C.
Alors ça fait une boucle infinie, certes, mais ça reste une fonction en C. Et qu'est-ce que fait une interruption? Elle interrompt le programme principal pour aller déclencher le vecteur d'interruption à bout de code. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez interrompre le système d'exploitation, donc vous allez le figer pour aller exécuter du code. Donc dans le vecteur d'interruption, vous ne pouvez plus faire d'appel à FreeRTOS puisque vous êtes en dehors du système d'exploitation. Alors FreeRTOS a prévu ça dans son API et toutes les fonctions FreeRTOS qui s'appellent from ISR, ce sont des fonctions que vous pouvez appeler depuis une interruption. Alors avec CM et ICS, c'est génial parce qu'on n'a plus besoin de se prendre la tête à savoir est-ce que j'appelle cette fonction depuis l'interruption, en dehors, etc. Toutes les fonctions de CM et ICS, vous pouvez les appeler que vous soyez dans l'OS ou en dehors de l'OS. Voilà. Alors la plupart, voire l'écrasante majorité des fonctions CM et ICS, elles ont un return. Et elles return une variable de type OS status. Alors c'est exactement l'équivalent du type def HAL type def. Quand vous utilisez le HAL et que ça retournait par exemple HAL OK, HAL Buzzy, etc. C'est exactement la même chose. Donc les fonctions de type OS, donc c'est les fonctions CMSIS, elles commencent toutes par OS. Elles retournent pour vraiment, je crois que j'en ai même toutes, il me semble que toutes retournent le type def au OS statut. Donc en fonction du composant, vous allez également, exactement comme pour FreeRTOS, avoir le nom de la fonction qui change. Par exemple, si vous êtes sur une tâche, le nom de la fonction commencera par OSThread. Si vous êtes sur une queue, OSMessage. Si vous travaillez avec les sémaphores, OSSémaphore, etc., etc. Et dans ces fonctions, on passe des paramètres et donc on renvoie un type OSStatus, je vais vous préciser par la suite exactement ce qu'il fait, mais on envoie également toujours un paramètre. Alors vous, en fait, si vous êtes peut-être en train de faire le lien, c'est exactement comme la HAL. Dans la HAL, à chaque fois qu'on appelait une fonction HAL, il y avait un paramètre qui était tout au bout, mais là c'est pareil, il y avait tout au bout, le dernier paramètre, qui est un timeout, pour rendre toutes les fonctions de CMSIS non bloquantes. Comment fonctionne ce timeout pour CMSIS? C'est facile. En fait, son timeout, il est basé sur le sysig, donc il est en millisecondes. Et si vous mettez 0 dans le paramètre, c'est qu'il n'y aura pas de timeout. C'est-à-dire que dès que la fonction se bloque, elle va sortir. On va sortir de la fonction dès qu'il y a un blocage. Si vous mettez supérieur à 0, donc vous mettez par exemple 10, ça veut dire que vous aurez un timeout de 10 millisecondes. On va essayer de faire la fonction pendant 10 millisecondes. Au bout de 10 millisecondes, si elle n'est pas exécutée, on passe à la ligne suivante. Bien sûr, le OSStatus qui sera renvoyé va avoir une erreur à l'intérieur. Et puis si vous mettez FFFFFFF, et ben en fait là vous rendez la fonction bloquante et donc vous n'avez plus le principe du timeout, vous bloquez dans la fonction jusqu'à ce qu'elle passe. Donc c'est exactement pareil que la HAL. Alors je vais juste, je terminerai ma vidéo là-dessus, sur OSStatus. Donc OSStatus, il peut prendre différentes valeurs. Donc il peut prendre la valeur OK, donc pour ce faire il retourne la valeur 0. Il peut prendre la valeur event signal, event message, event mail, event timeout. Donc ça, ce sont tous des événements qui se sont produits. Pendant que vous exécutez cette fonction, il s'est produit un événement. Donc cet événement peut être de type, ça peut être un signal, ça peut être un message, ça peut être un mail. Ou ça peut être un timeout. Le timeout s'est déclenché. Et après, il y a un statut qui est réservé. Alors celui-là, moi, je ne l'ai jamais déclenché. En fait, on évite de coder ça pour qu'on n'ait pas d'erreur à la compilation. Et ensuite, vous avez également tous des paramètres, enfin tous des autres types de code qui sont des erreurs. Et alors ce type de code, il est facile à reconnaître, puisque si vous regardez la valeur, c'est le bit 7 qui est à 1. Donc il va commencer par le bit 7 à 1, donc tous les codes avec 80, 80, C, FF, etc. Et donc voici les erreurs que vous pouvez avoir reçues. Donc erreur parameter, comme quoi le paramètre, il passe à la compile, mais à l'exécution, le paramètre est mauvais. Erreur sur la ressource, vous avez voulu, je sais pas moi, accéder au buscan ou quelque chose comme ça et c'est occupé.
Erreur sur le timeout de la ressource. Alors c'est pas tout à fait comme le timeout. Vous pouvez des fois avoir deux timeouts, un timeout pour la fonction et un timeout pour accéder à la ressource. Error ISR, ça veut dire que en fait vous avez appelé cette fonction dans une interruption, mais on n'a pas le droit de l'appeler depuis l'interruption. Ça, c'est quand vous l'appelez depuis plusieurs interruptions qui sont récursives. Donc vous avez déclenché une interruption, à l'intérieur de l'interruption, elle s'est redéclenchée et vous avez appelé deux fois la fonction. Error priority, ça veut dire que la priorité est illégale. Error no memory, ça veut dire qu'on n'a pas assez de place pour effectuer la fonction dans le heap. Error value, c'est que vous avez placé un paramètre dont la valeur est en dehors de ce qui est attendu. Et puis error OS, c'est qu'il y a une erreur avec FreeRTOS. Voilà. Donc c'est extrêmement utile, tout comme le HAL OK, HAL Buzzy était utile, parce que vous allez pouvoir voir si la fonction que vous avez appelée s'est bien exécutée ou non, et sinon, vous allez avoir une indication sur pourquoi elle s'est mal exécutée. Cela conclut notre première vidéo sur FreeRTOS. Donc je viens de vous présenter un petit peu les bases et l'architecture avec l'ajout d'une petite API CMSIS. Donc c'est assez théorique cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, ça sera beaucoup plus pratique. On va mettre ça en pratique et puis on va commencer à faire nos premiers petits projets avec FreeRTOS et on va voir en détail chacun des composants, comment fonctionnent les tâches, comment fonctionnent les sémaphores, comment fonctionnent les mutex, etc., etc. Voilà, je vous remercie.